Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour. Démarrons cette édition par le Gabon. Au sortir de leur rencontre d'hier avec le bureau de la Commission électorale nationale autonome et permanente, les candidats déclarés de l'opposition à la prochaine présidentielle ont rappelé aux Gabonais la nécessité et l'urgence de prendre leurs responsabilités devant la patrie et l'histoire pour faire obstacle à la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Reportage Paul Avugundila. Fondé sur l'article 14A nouveau-2 du Code électoral, disposant qu'au titre de l'administration du scrutin, la Commission électorale nationale autonome et permanente CENAP assure des missions non permanentes. À ce titre, la coalition associative politique dite Union pour la patrie a demandé à être reçue par le bureau de la CENAP pour examiner les dossiers des candidatures de la prochaine présidentielle. Les candidats déclarés de l'opposition à la prochaine présidentielle, s'appuyant sur les dispositions de l'article 66 nouveau du Code électoral, qui dispose que tout électeur concerné qui s'estime lésé ou qui a connaissance des faits ou actes de nature à constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité peut contester ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu'elle ne soit rendue publique dans les conditions fixées par la loi. Les opposants ont donc à cet effet lancé à leurs partisans l'appel de formuler une opposition à la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Nous appelons les Gabonaises et les Gabonais, sans distinction aucune, à se lever pour dire leur détermination à défendre la Constitution de la République. Il est impératif que le corps citoyen proclame son refus de voir notre Constitution violée une fois de plus. Nous convions chaque Gabonaise et chaque Gabonais à adresser dès à présent une lettre à la CENAP pour s'opposer à la candidature d'Ali Bongo et exiger sa disqualification du processus électoral. Rendez-vous est donc pris pour ce samedi 25 juin 2016. Les hostilités s'annoncent donc plus que palpitantes pour cette présidentielle. La DTE remonte sur la scène pour porter l'estocade au pouvoir en place au Gabon. Au Sénégal, après la libération de Karim Wade, le sentiment de soulagement est total du côté de ses partisans. Ces derniers ont pris d'assaut le siège de la formation politique dont est issu l'ancien ministre pour laisser éclater leur joie. Reportage à Dakar de Cheikh Berté, notre correspondant au Sénégal. Cette scène de liesse se passe au siège du Parti démocratique sénégalais PDS, parti de Karim Wade. Les partisans de l'ex-ministre se sont retrouvés dans la matinée de vendredi pour célébrer sa libération. Nous savourons des moments très denses, très denses, parce que c'est l'aboutissement d'un combat de 4 ans. Il est dehors, c'est l'essentiel. Il a été libéré, c'est l'essentiel, et demain il fera jour. Aujourd'hui, c'est une journée qu'on n'oubliera jamais dans notre vie. C'est une journée exceptionnelle. Libérés tard dans la nuit de jeudi à vendredi, les partisans de l'ex-ministre n'ont pas pu assister à sa sortie de prison. Leur rassemblement porte, explique-t-il, le signe de la reconnaissance envers Karim Wade, l'homme d'État. Clairement, les fidèles de Wade fils affichent leur engagement à l'accompagner pour la conquête du pouvoir en 2019. Nous venons d'entamer le combat, la lutte va continuer et je pense que d'ici peu, Karim Wade sera parmi nous et nous allons le porter à la tête de ce pays. Nous l'attendons et nous sommes sûrs que nous resterons mobilisés. Nous allons nous rendre ce pays-là dans des conditions les plus démocratiques, lui concéder en 2019 de diriger le Sénégal. L'appel à la libération de Karim Wade était devenu une forte demande populaire, aussi bien sur le plan national qu'international. Son élargissement suscite également des préoccupations au Sénégal, notamment auprès des mouvements de la société civile, qui dénoncent une justice clémente envers les plus forts. Restons au Sénégal où l'ancien ministre Karim Wade est libre après 3 années de prison. Il a été gracié vendredi par le chef de l'État Macky Sall, une mesure diversement appréciée dans le pays. Suivons quelques extraits. Il y a tant de personnes qui sont en prison, ils n'ont rien fait, ils sont accroupis là-bas pendant des années, sans avoir un petit avocat. Est-ce que c'est pas normal? Ce que je ne peux pas aussi concevoir, condamner quelqu'un pendant 3 ans,
et tout ce qui s'ensuit, et tous les milliards qui ont été dépensés pour son arrestation, pour sa condamnation, on se lève un bon matin et dire que bon, on lui donne une grâce. Moi, je dis au contraire, il n'a rien fait. S'il avait fait quelque chose, je pense qu'il ne sera pas libéré. Si on arrive là aujourd'hui pour dire que vraiment on gracie Karim, donc il ne fallait pas le condamner pour le faire gracier 3 ans après. On doit évaluer l'argent que les gens ont actuellement. Personne ne peut être, tout le monde sera en prison dans le gouvernement. Donc moi je trouve ça carrément normal. Et je ne suis pas d'accord qu'on l'a même enfermé pour une jeune journée. Ce qui s'est passé, c'est de la pure politique. Ça, c'est du politique. Parce qu'on a laissé Karim Wade, on l'a libéré à 1h du matin, presque à 2h du matin. Hein? Après, il quitte le Sénégal. Hein? Personne ne l'a pas vu, mais ça, c'est pas normal. Karim Wade, il a mangé l'argent du pays. On doit le condamner. Il doit purger sa peine. C'est ça. On ne doit pas le laisser sortir comme ça. C'est pas normal. En bref et en image, au Togo, 33 représentants de fédérations préfectorales sur les 36 du parti de l'opposition, le comité d'action pour le renouveau, car se sont prononcés à l'unanimité sur la crise qui secoue leur formation politique depuis plus de 6 mois. Une crise née de la non-tenue de l'Assemblée générale ordinaire du parti devant renouveler son bureau directeur dont les 2 mandats réglementaires sont venus à terme depuis quelques mois, selon le document du communiqué final signé par tous les coordonnateurs préfectoraux présents à cette rencontre de Lomé. Les membres du CAR demandent simplement au président national du parti, Maître Dodi Apévon, de convoquer une assemblée générale en vue de permettre à leur parti de prendre part aux débats politiques actuels de leur pays. Écoutons ici Atta Yao Etadzi, il est le président de la rencontre de Lomé. Il est au micro de notre correspondant Ferdinand Gadé. Sur les 36, nous sommes 33 réunis ici en raison de 3 par fédération pour mutualiser nos forces afin d'interpeller le président national pour qu'il puisse trouver une solution à cette crise. Pour nous, dans cette salle aujourd'hui, notre solution la plus salutaire, c'est celle d'amener le président national à convoquer dans un délai proche le congrès qui nous permettra d'élire nos organes pour relancer notre parti, car afin qu'il puisse se frayer son passage dans le contexte politique togolais qui s'annonce avec imminence. Maître Apévon, le président national du CAR, reste avant tout notre frère. Il a eu un mandat. Il a été investi pour 8 ans. De 2008 à 2016, ça fait 8 ans. Selon notre statut, je pense qu'il a fini son mandat. Et ce qu'il lui reste à faire, c'est de convoquer le congrès. Nous avions déjà envoyé une correspondance au président. Il a fait semblant d'oublier. Nous avons pris acte. Nous sommes retrouvés au niveau national. C'est pour lui dire que la crise a atteint un degré de non-retour. Je compte sur sa bonne compréhension qui mettra cette rencontre d'aujourd'hui à profit, afin qu'il puisse sortir par la grande porte. En Libye, 4 civils ont été tués et 14 autres blessés ce vendredi par l'explosion d'une voiture piégée devant un hôpital de Benghazi dans l'est du pays. Une voiture piégée a explosé devant l'entrée de l'hôpital, tuant 4 civils et en blessant 14 autres, a dit Fadia Al-Barghati, une porte-parole de l'établissement visé, l'hôpital Al-Jalaa. L'explosion s'est produite à 20h GMT, a indiqué sous couvert d'anonymat un responsable militaire, ajoutant qu'elle avait été causée par une bombe adhésive placée sous une voiture garée devant l'hôpital. De nombreux soldats blessés dans des combats sont soignés dans cet hôpital, l'un des 2 principaux établissements de Benghazi, deuxième ville de Libye, située à 1000 km à l'est de la capitale Tripoli. Benghazi est depuis près de 2 ans le théâtre de combats sanglants entre les forces loyalistes et des groupes armés, dont les djihadistes du groupe État islamique et d'Ansar Acharia, un proche d'Al-Qaïda. Des voix s'élèvent au Cameroun contre le vote du nouveau code pénal par l'Assemblée législative. Dans la région du nord-est du pays, une marche a été organisée par les avocats pour dire non au nouveau test. En plus des avocats, la société civile et les hommes politiques se sont montrés réticents face au nouveau code. Suivons ici quelques réactions recueillies par Narcisse Oum, notre correspondant sur place. Pour le moment, moi je ne pense pas que ce soit définitif, bien que nous sachons tous que, compte tenu du fait que le RDPC est largement majoritaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et que le projet provient de l'exécutif. C'est un projet de loi, ce n'est pas une proposition de loi, et il y a de fortes chances que ça soit adopté. Moi, je pense que ce n'est pas sérieux. Vous allez
arrêter quelqu'un parce qu'il fait une manifestation? Non. C'est un droit absolu. Vous voyez bien ce qui se passe dans les autres pays. Le droit de manifester est un droit fondamental qui est sous le régime de la protection et sous sa garantie. Mais tout est fait aujourd'hui pour que des lois scélérates faites par l'Assemblée puissent mettre un terme ou mettre sous contrôle ces libertés fondamentales et ces droits fondamentaux. Je vais voir ce que ça va donner dans l'application. Il va finir par mettre le pays entier en prison avec ça. Je dois dire que le code pénal qu'on a introduit à l'Assemblée, que le gouvernement a introduit à l'Assemblée, ne reflète pas ce qu'on attendait. Parce qu'on pensait que cela se reposerait sur un vaste consensus. C'est quelque chose qui concerne l'ensemble des populations, mais c'est entré comme par effraction. Et quand on va dans le fond, on constate en réalité que ce code a été taillé sur mesure pour régler les problèmes de certaines personnes, alors qu'il s'agit d'un problème général. Je l'annonçais en titre, des inondations provoquées par de gros orages et des pluies torrentielles ont fait 23 morts en Virginie occidentale, dans l'est des États-Unis. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les autorités. Sur la chaîne CNN, on avait fait état d'un bilan de 20 morts, prévenant qu'il y a encore des gens dont on ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux. Quelques 66 000 foyers restent privés d'électricité ou de gaz et 60 routes sont coupées en raison d'arbres tombés sur la voie, un chiffre qui devrait augmenter. Le gouverneur a demandé en renfort 500 militaires de la garde nationale, dont 200 sont déjà venus apporter leur aide. 17 centres d'accueil ont été ouverts pour les rescapés. Les orages, toutefois, semblent s'éloigner. La phase active de ces intempéries sera terminée aujourd'hui ou demain, a précisé le gouverneur Earl Ray Toblin. Le pape François est arrivé vendredi en Arménie. Il s'agit du 14e voyage à l'étranger du souverain pontife. Sa venue était attendue avec ferveur dans ce pays, considéré comme le premier État à avoir adopté le christianisme au tout début du IVe siècle. Le pape François y est vu comme le meilleur avocat face à Ankara, toujours dans le déni du génocide arménien de 1915 à 1917. Ce sera donc tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous.